Il y a une mission que tout le monde connaît, même ceux qui ne s'intéressent pas du tout à l'exploration spatiale. Artemis 3, le premier alunissage depuis plus de 50 ans, la première femme sur la Lune. Le moment qu'une génération entière attendait. La semaine dernière, l'agence spatiale américaine, la NASA, a enfin présenté les 4 personnes qui participeront à cette mission. Et presque tous les gros titres parlent de cet équipage. Pourtant, la véritable information se trouve dans un détail dont presque personne ne parle. Artemis 3 ne va même plus sur la Lune. Cet équipage n'atterrira pas. Ils ne verront même pas la Lune de près. Comment cela s'est produit et ce que cette mission fera à la place, c'est l'une des histoires les plus révélatrices du paysage spatial actuel. Je m'appelle Sirwan et voici Mars Chroniken. Commençons parce que la plupart ont raté. À l'origine, Artemis 3 était prévu comme le grand alunissage. 2 personnes devaient se poser au pôle sud de la Lune, y rester environ 1 semaine, et toute la mission devait durer environ 1 mois. En février 2026, la NASA a modifié ce plan. Cela s'est fait publiquement lors d'un grand événement de la NASA, mais beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué, et nous en avons déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Le cœur du changement est le suivant. Une toute nouvelle mission a été ajoutée, et elle porte maintenant le nom d'Artemis 3. C'est un test habité qui ne quitte pas l'orbite terrestre, et elle volera en 2027. L'alunissage proprement dit n'a pas été reporté. Il ne s'appelle plus Artemis 3 mais Artemis 4 et reste prévu pour 2028. Il faut d'abord digérer cela. L'alunissage le plus célèbre de notre époque a reçu un nouveau nom et une répétition générale supplémentaire a été ajoutée avant cela. Pourquoi la NASA fait-elle cela ? La réponse est parce qu'aucun des 2 atterrisseurs lunaires ne sera prêt à temps. Et je vais tout de suite expliquer pourquoi. Mais au lieu d'attendre sans rien faire qu'un atterrisseur soit prêt à atterrir, la NASA inverse l'ordre. L'équipage va déjà voler en orbite terrestre et y s'entraîner à tout ce qu'on ne veut pas tester pour la première fois, seulement sur la Lune. Là, la NASA, l'ESA et d'autres partenaires font de la limonade avec les citrons que la vie leur a donnés. Une délicieuse et passionnante limonade au citron. Gestion intelligente des risques. Et c'est en même temps l'aveu silencieux que le plan initial n'était pas tout à fait réfléchi. Les 2 phrases sont vraies, et c'est mon travail de vous montrer les 2. Passons à l'équipage. Le commandement est assuré par Randy Bresnik, astronaute expérimenté de la NASA, colonel du corps des Marines et pilote d'essai avec plus de 7000 heures de vol. Cela représente presque 292 jours entiers, donc s'il avait volé 24 heures par jour, il a déjà été commandant de la Station spatiale internationale. Le pilote est Luca Parmitano, et c'est la partie européenne de l'histoire. Parmitano est astronaute de l'Agence spatiale européenne, ESA, colonel de l'armée de l'air italienne, et il a été le premier Italien à commander la station spatiale. C'est une grande, mais très agréable surprise, car jusqu'à la dernière minute, il n'y avait pas eu de confirmation pour l'ESA. Mais il y en avait déjà une pour l'Agence spatiale japonaise JAXA. C'est pourquoi on pensait en fait que le Japon obtiendrait la préférence. À cela s'ajoutent 2 spécialistes de mission. Frank Rubio, pilote d'hélicoptère de l'armée et médecin généraliste formé, qui détient le record américain du plus long vol spatial individuel, et André Douglas, ingénieur d'essai et officier de réserve des gardes-côtes, pour qui ce sera le tout premier vol. Il était l'astronaute remplaçant pour Artemis 2. En tant que remplaçant, Bob Hines s'entraîne ici avec eux. Il faut être honnête sur un point, cet équipage est techniquement diversifié, mais entièrement masculin. Ironiquement, la mission qui devait un jour amener la première femme sur la Lune volera désormais sans aucune astronaute à bord. La raison est simple, l'alunissage a été remplacé par un test en orbite. La première femme sur la Lune viendra donc seulement avec la véritable mission, l'alunissage. Donc avec Artemis 4, le problème aurait été facilement résolu si, au lieu de Parmitano, on avait choisi Samantha Cristoforetti. Elle est aussi pilote de l'armée de l'air italienne. Il y aurait également eu suffisamment d'alternatives compétentes à la NASA et j'aurais aussi trouvé que c'était un beau signal si on avait intégré quelqu'un de très jeune. La décision a probablement été un grand enjeu politique en coulisses et nous n'aurons peut-être jamais l'explication complète et honnête. Avant qu'une hernie discale ne survienne à cause de cela, passons à l'architecture de la mission.
Comment se déroulera Artemis 3 ? C'est l'une des chorégraphies les plus complexes que la NASA ait jamais entreprise, et elle se déroule entièrement près de la Terre. D'abord, l'atterrisseur lunaire de Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, décolle. Cet atterrisseur peut attendre jusqu'à 90 jours en orbite. Ensuite, l'équipage décolle à bord du vaisseau spatial Orion, transporté par la lourde fusée de la NASA, le Space Launch System, ou SLS. Mais Orion ne vole pas vers la Lune, il se place sur une orbite circulaire autour de la Terre. Là-bas, Orion retrouve l'atterrisseur Blue Origin et s'y amarre. Les deux restent connectés pendant environ 2 jours. L'équipage ouvre la trappe, monte à bord de l'atterrisseur, le manipule et teste surtout le système de survie, c'est-à-dire tout ce qui permet de maintenir les humains en vie. Cela ne peut être vérifié qu'en conditions réelles dans l'espace. Ensuite, Orion se désamarre à nouveau et attend le deuxième atterrisseur. Puis vient le lancement de SpaceX. Le système d'atterrisseur lunaire Starship s'envole, rejoint Orion et s'amarre pendant environ 1 journée. Et voici un détail révélateur. L'équipage ne monte même pas à bord du Starship. La raison est simple, la cabine n'est pas encore terminée. Il n'y a pas encore de système de survie à l'intérieur. On s'amarre donc, et on vérifie la connexion. C'est tout. Pour finir, l'équipage revient et amérit dans le Pacifique, au large de la Californie. Au total, la mission dure environ 2 semaines, soit environ 4 jours de plus qu'Artemis 2. Avant que nous ne regardions où en est réellement le matériel, permettez-moi une petite parenthèse personnelle. Cette vidéo n'a pas de sponsor externe, et c'est un choix délibéré. Ce genre d'analyse, où nous faisons les calculs et signalons l'incertitude d'un calendrier au lieu de répéter le battage médiatique, demande du temps et du travail. C'est possible grâce à vous. Si cela a de la valeur pour vous, alors devenez membre ici sur la chaîne. Vous soutenez ainsi directement cette couverture indépendante et critique de l'actualité spatiale, et en échange, vous recevez nos vidéos dès qu'elles sont prêtes, et non seulement lorsqu'elles deviennent publiques. Et si nous avons suffisamment de membres sur la chaîne, il y aura aussi des live streams exclusifs. Et si un abonnement vous semble trop, un simple abonnement, un like et un pouce en l'air ne coûtent absolument rien et nous aident quand même énormément. Maintenant, revenons au matériel. Où en sont vraiment les différents composants ? La NASA elle-même est la plus avancée. Le premier étage de la fusée SLS se trouve depuis avril dans le grand hall d'assemblage en Floride. Les 4 moteurs principaux RS-25 seront ajoutés cet été. Un détail prouve à quel point le plan d'orbite terrestre est pris au sérieux. Comme l'équipage ne va pas sur la Lune, la fusée n'a pas besoin de son étage supérieur, qui fournirait normalement la poussée vers la Lune. La NASA la remplace donc par un substitut sans propulsion, qui ne fait que reproduire les dimensions et le poids du véritable étage. Une fusée lunaire à laquelle on retire délibérément l'étage lunaire. Cela présente même un double avantage. En effet, le dernier étage supérieur disponible est réservé à l'alunissage avec Artemis 4. Le module de service européen d'Orion assure alors la poussée vers l'orbite terrestre. Construit par Airbus pour l'ESA, il fournit donc non seulement la propulsion, l'électricité, l'eau et l'oxygène, mais il permet aussi à l'équipage d'atteindre son orbite circulaire à environ 460 km d'altitude. Un nouveau système de désamarrage sera utilisé pour la première fois lors d'Artemis 3. Le vrai goulot d'étranglement concerne les 2 atterrisseurs. Chez Blue Origin, il vient de se passer quelque chose qui met toute la confiance à l'épreuve. Le 28 mai 2026, la lourde fusée New Glenn de Blue Origin a explosé lors d'un essai statique de moteur sur la rampe à Cap Canaveral. Une énorme boule de feu, la fusée détruite, l'installation de lancement gravement endommagée. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais c'était déjà le 2e revers consécutif. Dès le 3e vol de New Glenn en avril, la trajectoire prévue n'a pas été atteinte. Le problème est fondamental. L'atterrisseur lunaire de Blue Origin, appelé Blue Moon, sera justement lancé dans l'espace par cette fusée. Pour l'instant, il ne dispose donc d'aucun véhicule opérationnel pour l'emmener là-haut. La NASA a même suggéré à Blue Origin d'envisager une autre fusée comme solution provisoire. Malgré tout, les chaînes tournent toujours. Le premier atterrisseur Blue Moon sans équipage doit encore être lancé cette année. Blue Origin semble confiant de pouvoir remettre l'installation en service d'ici la fin de l'année. Ce qui s'explique notamment par le fait qu'ils ont déjà commencé les travaux sur une autre rampe de lancement juste à côté. Et ainsi, ils disposent à la fois d'une équipe prête et du matériel nécessaire. Un mal pour un bien.
Chez SpaceX, sur le plan technique, c'est plus au point. Mais ici aussi, il manque 2 preuves solides. Premièrement, SpaceX doit démontrer que 2 Starships peuvent se ravitailler mutuellement dans l'espace. Parce qu'un seul vaisseau ne transporte pas assez de carburant pour tout le trajet. SpaceX veut démontrer pour la première fois ce transfert de carburant d'un vaisseau à l'autre dès cette année. Deuxièmement, un atterrissage lunaire complet sans équipage doit encore être réalisé avant que des humains ne participent au vol. Au moins, la première cabine lunaire apte au vol pour Starship est déjà en cours de construction. La structure de base est en place. Cette étape n'a pas encore été atteinte chez Blue Origin non plus. Ainsi, de très nombreuses missions extrêmement passionnantes auront lieu au cours des 24 prochains mois. Il y a aussi les combinaisons spatiales, indispensables pour marcher un jour sur la Lune. La société Axiom Space les fabrique en collaboration avec la maison de couture Prada qui aide pour le design et les matériaux. Cela peut sembler étrange, mais c'est logique. Une combinaison spatiale, c'est en fait de la couture de haute performance en conditions extrêmes. Les tests sont actuellement effectués dans la grande piscine de la NASA à Houston, qui simule l'apesanteur. En 2027, une combinaison doit être envoyée pour des essais sur la Station spatiale internationale et, lors de la mission Artemis 3, ils veulent au moins tester ces interfaces sur l'un des modules d'atterrissage. Passons donc à l'horizon temporel. Le chef de la NASA, Jared Isaacman, vise un lancement d'Artemis 3 d'ici la fin 2027. L'alunissage, proprement dit avec Artemis 4, reste prévu pour 2028. Ce calendrier sera-t-il respecté? Officiellement, tout le monde affiche de l'optimisme. La NASA souligne qu'elle ne se contente pas d'observer, mais qu'elle envoie ses propres ingénieurs directement dans les entreprises pour faire avancer les échéances. Jeff Bezos a parlé d'une journée difficile et a affirmé qu'ils allaient reconstruire. SpaceX annonce également des progrès constants. Mon évaluation, clairement présentée comme une opinion, est plus prudente. L'optimisme est le devoir de tout chef de projet, mais les faits sont têtus. Une rampe détruite, une fusée avec 2 revers consécutifs, un transfert de carburant dans l'espace jamais démontré et une combinaison lunaire encore en phase de test. Cela fait beaucoup de chantiers ouverts pour un lancement dans environ 18 mois. Enfin, le point le plus important, Artemis n'est jamais seulement une question de technique. En arrière-plan, il y a une course en cours. Plusieurs responsables l'ont dit ouvertement. On veut retourner sur la Lune avant la Chine. La Chine prévoit son propre alunissage habité en 2030. On préfère faire un détour par l'orbite terrestre plutôt que de précipiter l'alunissage et de prendre des risques. Et il y a un deuxième message, plus subtil, qui s'y cache. L'Europe est en plein dedans. Avec Luca Parmitano, un Européen est aux commandes. Et avec le module de service européen, du matériel européen se trouve au cœur de chaque capsule Orion. Le retour sur la Lune n'est donc plus un projet purement américain. Mon honnête conclusion, Artemis 3 n'est pas ce qu'on nous a vendu pendant des années. Et ce n'est pas une honte, mais la réalité. Ce n'est pas l'alunissage, mais la répétition générale. Habilement intégrée, avec une équipe solide et de vrais progrès tangibles. L'alunissage lui-même n'est pas annulé. Il s'appelle maintenant simplement Artemis 4, et il est toujours prévu pour 2028. Donc, celui qui veut envoyer la première femme et le prochain homme sur la Lune devra patienter jusque-là. Ce qui vaut pour l'exploration spatiale s'applique aussi ici. La mission la plus importante est toujours la prochaine. Je m'appelle Sirwan, et c'était Mars Chroniken. Merci d'avoir regardé. Peraspera ad astra. Und Andrew Douglas. André Douglas. Und André Douglas. Und André Douglas. André Douglas. André Douglas. Et André Douglas.